Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Ce dimanche, nos invités, le ministre de la Défense, Hervé Denis, qui interviendra sur le dossier de l'armée officiellement rétabli par le président Jovenel Moïse. Notre deuxième invité, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, maître Stanley Gaston, qui s'exprimera sur la tenue du 6 au 9 décembre prochain à Port-au-Prince de la conférence internationale des barreaux avec la participation de représentants de dizaines de pays de l'espace francophone. Notre troisième invité, l'ambassadeur du Japon à Port-au-Prince, M. Yoshiaki Hata, qui sera interrogé sur la coopération haïtiano-japonaise. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon marque, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil, pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de pour bien tout ça besoin pour construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, beaux outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Petit rangé, beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite, pour caille frais. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors nous avons avec nous le ministre de la Défense, Hervé Denis. Donc on va parler de la question de l'armée avec ce pas important qui a été franchi le 18 novembre dernier. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, c'est avec grand plaisir que je salue toutes vos auditrices et auditeurs. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? Ce qui va se passer après la nomination, le rétablissement d'abord des forces armées, et nous avons commencé avec la nomination d'un commandant en chef. Et maintenant, il s'agit de la constitution d'un état-major pour accompagner le commandant-chef. Et puis les étapes vont s'enclencher. Et le processus de recrutement qui était un petit peu momentanément arrêté va reprendre. On doit chercher également un logement pour abriter le haut commandement. Donc il y a toute une série. Il y a quand même toute une série d'activités que je laisse plutôt le soin au haut commandement d'établir parce que c'est des questions strictement militaires. Mais nous sommes là pour de bon et nous allons faire sentir notre présence. D'ailleurs, nous l'avons déjà fait bien avant avec le corps de génie qu'on voyait un peu partout, avec nos faibles moyens, mais faire des interventions judicieuses, notamment au Bois de Chêne, à Carrefour, à l'Arcaillet, tout récemment au Cap-Haïtien, et ça va continuer. Alors, le ministre Hervé Denis, concernant la constitution du haut état-major, donc c'est le lieutenant général Jovenel Lesage, c'est lui qui a cette mission de former son haut état-major. Et oui, c'est un peu la situation, mais très certainement c'est un travail collectif qu'on fait. Donc ça veut dire qu'il va chercher les membres de son état-major et avec l'appui, avec l'aval, la collaboration du ministère. Tout à fait. C'est à peu près la structure plus ou moins qu'on compte appliquer. Donc le président de la République, dans son discours le 18 novembre, il a parlé quand même de ce projet de loi qui sera envoyé au niveau du Parlement pour en ce qui concerne le mode de fonctionnement de cette nouvelle institution militaire. Normalement, le ministère de la Défense a un décret qui régit son fonctionnement. Décret, je pense, de 2005. Maintenant, il faut que ce décret, il faut qu'il y ait une loi organique qui soit beaucoup plus conforme au fonctionnement de ce ministère. Donc, nous avons la loi qui est prête, le projet plutôt,
qui est prêt et à être soumis au Parlement, et nous comptons le faire dans les normes administratives la semaine qui vient. Alors, qu'est-ce qui va différencier, si vous voulez, l'institution militaire, la nouvelle institution militaire à l'ancienne, à partir justement de ce projet de loi qui sera soumis par le président de la République, l'exécutif au Parlement? Bon, le projet de loi tient compte d'une doctrine nouvelle que nous avons établie. Ça y est, ce qui va distinguer cette institution de l'ancienne. Il y a évidemment des choses qui vont les rassembler, d'abord, et ensuite des choses qui sont un petit peu différentes. La première chose que je pourrais dire, et qui était l'objet de la crainte de beaucoup de gens, c'est que l'armée va être dépouillée de son rôle de police. Dans l'ancienne armée, il y avait ce rôle de police qui était imparti à l'armée et qui malheureusement est l'un des passifs, je dirais, certains aspects pourraient constituer un passif de l'institution militaire. Maintenant, nous sommes dépouillés de cela. L'armée va pouvoir maintenant s'adonner aux tâches qui lui sont assignées par la Constitution et les règlements internes. Donc, une des tâches, c'est protection du pays, sous toutes ses formes, protéger les frontières, l'intégrité de nos frontières, et aussi, le rôle qui est nouveau maintenant, c'est participer un peu plus activement dans le développement, notamment en luttant contre les catastrophes naturelles, en luttant contre la contrebande, la protection de nos frontières, et ainsi de suite. Donc, moi, je crois que il y a certaines parties qui sont nouvelles, et sur lesquelles je crois qu'il va être là le fer de lance, le trademark, excusez-moi l'anglicisme, de l'institution militaire, et d'autres qui sont quand même, qui étaient toujours là, et c'est une force armée, il faut l'appeler par son nom, voyez. Il y a quand même d'autres structures qui ont existé, qui vont toujours et demeurer. Le plus important, c'est l'importance qu'on donnera à une structure par rapport à d'autres. Dans le livre blanc, nous avons fait un travail d'identification des menaces, et à partir de là, nous avons dit, voilà, les secteurs que nous voudrions développer pour pouvoir répondre à ces menaces. Je crois que c'est un peu la philosophie qui est nouvelle. Donc une armée reste une armée. Est-ce que la différence sera un peu palpable, Hervé Denis? Elle l'est déjà bien avant la nomination d'un commandement en chef, bien avant le rétablissement de l'institution militaire. Elle l'était à travers nos interventions avec le corps de génie. Vous voyez quelle importance que cette institution, ce corps va avoir dans la nouvelle armée. C'est-à-dire, ça va être la vitrine quasiment de cette nouvelle armée. Notre corps médical. Nous avons fait tout récemment des cliniques à Petite-Rivière de l'Artibonite, à Léogane, et nous allons continuer. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau. Cette armée sera beaucoup plus, je dirais, intégrée dans les structures de développement du pays. Donc là, mis à part la question de la police, ce rôle qui est assigné à la police et non à l'armée, mais il y a encore des craintes sur le plan politique. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui ont été mis dans ce projet de loi? Et évidemment, mais les garde-fous, je dirais, doivent être un peu de partout, voyez. Et nous faisons notre part, mais je crois que les autres structures de la société doivent également soit nous accompagner à travers une certaine forme de transparence, de dialogue, et nous ne demandons que ça. Voir la surveillance, par exemple, les structures de contrôle, de surveillance soient là, dialogue avec nous. Moi, j'ai reçu des associations ici et nous leur avons montré notre intention d'être toujours ouverts. Donc, évidemment, dans une structure militaire, quand on parle de renseignement, il y a des choses qu'on ne pourra pas divulguer, mais il y a d'autres, je crois que ce serait bon que, dans un souci de transparence, nous puissions être et le faire avec d'autres associations. Alors, concernant la politique, le président de la République, Jovenel Moïse, dans son discours du 18 novembre, il a été très clair. Il ne souhaite pas que l'armée s'immisce dans les affaires politiques. Justement, est-ce que dans ce projet de loi qui sera présenté au niveau du Parlement haïtien, il y a des mécanismes qui ont été mis en place justement pour empêcher à l'armée de s'immiscer dans les affaires politiques, Hervé Denis? Tout à fait, mais d'une part, mais d'autre part, le choix même des membres de cette institution, on a commencé dès le choix
à pouvoir mettre en application ces principes d'apolitisme, si vous voulez, et c'est-à-dire que tous les membres de l'état-major seront choisis sur le fait qu'ils n'ont pas fait de la politique, qu'ils n'ont pas été dans une fonction élective, qu'ils n'ont pas été, voyez, des gens sur lesquels il y a des doutes de violation des droits de l'homme, qu'il y a des doutes sur des participations dans des crimes économiques, des questions de drogue et autres. Donc, déjà, nous avons mis des garde-fous avant même que l'institution soit rétablie. Maintenant, dans la loi organique, c'est clairement écrit ces structures-là et nous comptons les maintenir. Les politiques ne doivent pas non plus instrumentaliser cette institution. Est-ce que vous y avez pensé dans ce projet de loi? Tout à fait. Et nous autres, dans notre comportement aussi, et nous n'avons pas de poulain, nous n'avons personne, que c'est tout simplement les membres qui ont été choisis pour faire partie de l'état-major l'ont été sur leur état de service, sur leur capacité, sur leur intégrité. Et nous autres, ni le président, ni moi, on n'a rien à voir dans ces aspects de nomination. Alors concernant les membres du haut état-major, donc on sait que l'armée a été démobilisée pendant plusieurs années. Est-ce qu'on risque d'avoir des généraux à 18 ans, 20 ans, 30 ans? Non, et c'est une très belle question et je crois que c'est important de le faire savoir à la population que dans l'armée, à chaque grade correspond un degré de formation. Il serait dangereux que on prenne un jeune de 18 ans, comme vous dites, même un certain grade de l'armée et qu'on le nomme soit général. Je crois que l'intérêt de l'institution, c'est d'aller chercher dans ces réserves qui sont restées relativement saines et ensuite de pouvoir, et par des cours de formation, de rattrapage, et quand même arriver à faire monter une génération de militaires qui seraient à la fois jeunes et instruits et aussi bien nouvellement formés au commandement. Donc en clair, les membres du nouvel état-major seront puisés dans l'ancienne armée, on peut le dire? Oui, comme je l'ai dit, toujours dans la partie saine, je dirais, de l'ancienne armée. Donc là, quand est-ce qu'on... Je sais que ça peut faire fâcher beaucoup d'autres qui ne l'ont pas été. C'est pas une critique que je fais, c'est beaucoup plus, je dirais, nous avons choisi les éléments que nous estimons les plus idoines, je dirais, pour remplir cette mission. Et j'en profite aussi pour éviter quand même une critique qui nous est adressée des fois. Je crois que il y a une injustice qui a été faite à cette ancienne armée. On a voulu cataloguer tout le monde comme étant des profondeurs des droits, des violateurs des droits humains et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Et ils ont souffert d'abord parce qu'ils ont choisi une carrière quand même dans laquelle ils pensaient écouler toute leur vie jusqu'à leur retraite. Et voilà que très jeunes, il y en a quelques-uns d'entre eux beaucoup d'entre eux ont été tout simplement écartés et indexés et malgré eux et contre eux et pour des délits qu'ils n'ont pas commis. Et je crois, 22 ans, 23 ans dans la vie de quelqu'un qui est dans la phase la plus active de son âge, je crois que c'est une injustice qui a été faite, je dirais, à une grande partie des membres de cette institution. Et je crois que revenir avec l'institution, c'est une façon de réparer et de dire, puisque nous sommes des hommes d'État, et de dire aussi publiquement un peu faire notre mea culpa. Alors, Monsieur le ministre, on a parlé quand même des membres du état-major qui sont certainement des anciens hauts gradés de l'institution militaire, mais quid des soldats? Mais les soldats, écoutez, sans vouloir dévaloriser leur rôle, parce qu'ils constituent le gros de la troupe, mais c'est beaucoup plus facile à former que de former un état-major, vous voyez, et c'est pour cette raison qu'on avait commencé un début de ce qui s'apparentait à un recrutement, et parce que ça prend à peu près 8 mois pour former un soldat. Évidemment, la formation d'un homme, c'est toute une vie,
et nous comptons beaucoup insister sur le civisme et autre chose dans la formation des soldats. Mais théoriquement, ça prend à peu près 8 mois pour former un soldat. Donc on va continuer à lancer des appels, des avis de recrutement, et puis ensuite on fera et au fur et à mesure selon nos moyens budgétaires. Donc en clair, en ce qui concerne les soldats, vous allez avoir de nouveaux soldats, mais vous n'allez pas puiser dans l'ancienne armée. Je dirais, premièrement, très peu ont été rattrapés par l'âge, vous voyez, et donc je pense qu'il y aura très peu qui en fera partie. On préfère aller vers une nouvelle génération, mais quand même, il y en a qui serviront. Encore une fois, je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain parce que je laisserai le soin à la structure de commandement de pouvoir y aller, mais je crois quand même. Ceux qui sont en âge, on pourra réévaluer leurs capacités, s'ils sont capables d'encadrer peut-être les hommes et les femmes qui vont constituer cette nouvelle structure militaire. Ça, c'est à voir. Alors, concernant le état-major, quand est-ce que vous pensez que le général Lesage pourra constituer entièrement son état-major pour passer devant le Sénat, etc. Et le projet de loi, vous dites que ça sera transmis la semaine prochaine au Parlement? Oui, même aussi bien, probablement la semaine prochaine aussi. Vous savez, parce qu'il faut quand même qu'on soit très vigilant sur chaque personne qu'on présente et qu'on soit très sûr que c'est la bonne et qu'il n'y a aucun squelette quelque part, donc caché dans, comme on dit, c'est une expression, hein, squelette dans les closettes. Oui, donc, mais c'est y aller à coup sûr et pour que l'institution ait vraiment, une fois arrivé, les moyens de pouvoir fonctionner. Déjà, le choix que nous avons fait du général Lesage, que le président a fait, est un choix, je pense, qui est accepté unanimement par la population. Nous voudrions continuer dans ce même esprit avec l'état-major. Alors, après l'installation du état-major, donc la loi, donc c'est ratifié par le Sénat de la République, quand est-ce que on aura la remobilisation? Parce qu'on a parlé de la réhabilitation, mais quand est-ce qu'on va mobiliser les troupes maintenant, Monsieur le ministre? Nous parlons de rétablissement de l'armée et je crois que c'est un processus qui se fera lentement, mais qui se fera sûrement et qui doit continuer même au-delà du mandat du président Jovenel Moïse, parce que nous avons quand même fixé un chiffre qui va aux alentours de 5000 hommes et femmes et nous ne l'aurons certainement pas atteint pendant ce mandat de 5 ans et qui maintenant déjà doit être à 4 ans et 8 mois. Donc il faudra y aller au-delà. Donc ça se fera au fur et à mesure de nos moyens et de nos disponibilités. Alors pour le moment, on dispose de combien de soldats au sein de cette nouvelle force, Monsieur le ministre? Nous avons un peu plus que 150 avec les soldats et officiers. Et nous avons une classe qui va rentrer très bientôt. Donc assez vite, nous allons pouvoir atteindre les 500. Alors concernant les bases, vous allez maintenir les bases à Petite-Rivière et à Gressier, ou bien vous allez quand même construire de nouvelles bases pour l'institution militaire? Dans un premier temps, nous allons maintenir ces bases parce que la construction ou la réparation d'anciennes bases, ça va coûter. Ça va devoir faire l'objet d'un plan de déploiement. Donc, et nous allons au fur et à mesure que les troupes vont entrer, constituer, peut-être trouver de nouvelles localisations pour pouvoir les mettre. Et les bases de la MINUSTAH nous semblent être les idéal pour le moment parce que c'est des structures qui existent déjà. Alors en termes de perspective, quand est-ce qu'on aura vraiment à voir ces militaires pas défiler dans la rue quand même, qu'on aura vraiment l'armée sera pleinement opérationnelle, Hervé Denis? Bon, disons pleinement opérationnel, ça veut dire c'est peut-être les 5000 hommes et femmes et tout ça. C'est beaucoup demandé. Mais je peux vous dire que nous sommes déjà opérationnels. Nous l'avons été avant même la désignation du commandant-chef, nous l'avons été avant l'arrêté présidentiel rétablissant l'armée et c'est au fur et à mesure. Je ne peux pas vous dire d'une manière précise que demain vous allez voir non, mais nous allons le faire. Nous sommes quand même des gens raisonnables qui jouons avec qui savons quelles sont les disponibilités
financières que nous avons, mais il faut en tenir compte, et les objectifs que nous avons. C'est l'adéquation entre les objectifs et les disponibilités financières qui nous permettra d'être efficaces. Le président a parlé quand même de corps d'aviation. L'aviation, ça nécessite l'achat d'avions, etc., d'hélicoptères. Comment vous allez y arriver, monsieur le ministre, par ces temps économiques un peu moroses? Bon, encore une fois, et chaque chose en son temps, le président se place dans une perspective globale et aussi dans un horizon d'avenir. Maintenant, il va falloir constituer ce corps, il va falloir constituer les unités. Vous voyez, même pour l'armée, d'une manière générale, nous avons prévu 4 divisions, mais on ne va pas arriver du jour au lendemain à ces 4 divisions territoriales. Donc, ainsi de suite, à chaque élément, que ce soit le corps d'aviation et les autres corps, on va devoir le faire par étapes. Probablement, le corps d'aviation, d'abord, il va falloir lui trouver un commandement. Et le commandement, maintenant, va pouvoir instituer les démarches à suivre. Et ça, on le fera savoir à nos amis de la presse. Concernant la cohabitation avec la police nationale, est-ce qu'il est mentionné clairement dans ce projet de loi qui sera déposé au Parlement haïtien? Parce que le président a beaucoup parlé de la nécessité d'une bonne cohabitation entre la police et l'armée. Ce qu'il faut dire à ce sujet, la Constitution reconnaît 2 forces, et c'est les forces armées et la police. Ce que malheureusement nous devons déplorer, c'est que ces 2 forces n'ont pas pu avoir le temps de cohabiter parce qu'il y a eu cette cassure qui a été imposée, et je dirais de manière illégale, depuis 1994 qu'on n'a plus les forces armées. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à pas revivre, à vivre avec cette nouvelle dimension. Mais c'est déjà prévu dans la Constitution. L'armée qu'on avait autrefois en tête, de voir l'armée circuler dans les rues, faisant des fonctions, par exemple, de police et autres, a vécu. Oui. Maintenant, l'armée que nous avons, c'est une armée qui va rester dans ses bases, qui va seulement intervenir sur requête express de l'exécutif pour en appui à la police. Donc, je ne pense pas qu'il y a vraiment lieu de craindre quoi que ce soit d'inhabituel entre armée et police. Vous voyez, ce sont pour moi les 2 jambes du corps humain, du corps qui protègent la nation. Et doivent cheminer l'un à côté de l'autre, et chacun en ce qui concerne leur domaine de compétences. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un travail à faire, parce que ça fait 23 ans que la police était maître des lieux, mais aujourd'hui il y a l'armée qui va occuper une partie du dossier du volet sécuritaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail de communication à faire entre la police et l'armée pour que ces institutions comprennent la nécessité de travailler ensemble, de cohabiter? Ces institutions sont dirigées par des hommes quand même qui sont conscients de leurs devoirs et de ces points que vous mentionnez, et nous leur faisons confiance. Et nous faisons confiance également au civisme et des Haïtiens et des Haïtiennes qui constitueront ces institutions. Donc, mais c'est des choses qu'il faudra voir au cas par cas. Moi, je crois que la grande chose qu'il faudra se dire, c'est que l'armée sera dans ses bases pour s'occuper des fonctions pour lesquelles elle aura été créée, conformément à la Constitution, à la loi organique qui va la régir. Donc, moi, je n'ai pas de préoccupation. Maintenant, dans tout corps social, on ne peut pas éviter que des fois, il y a certains accidents qui peuvent arriver. Mais en ce qui concerne les dirigeants, on fera tout pour éviter cela. Alors, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, qui va passer l'ordre à l'armée pour qu'elle puisse se déployer en appui à la police nationale, selon la nouvelle loi? C'est l'exécutif. Écoutez, moi je trouve, ça me fait sourire parce que quand même, la légitimité que moi je possède comme ministre me vient du président qui lui est élu légitimement. Ouais. Donc, des fois, à vouloir un petit peu protéger trop une institution contre une intervention du président ou du premier ministre,
devient presque illusoire quand on va dans les réalités. Vous voyez, même si c'est moi qui suis responsable, le président ne donne pas des ordres à l'armée, mais le président est le chef effectif des forces armées. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, ça fait sourire parce que si ma légitimité, elle vient du président de la République, a fortiori, si je dois poser une action, quand même, je devrais être couvert par le président. Tout au moins, je dois de l'informer. Donc en clair, s'il y a vraiment quelque chose, si ça barde un peu, donc vous allez dire au président, voilà, la situation est très compliquée, la police nationale vient de faire appel à vous, donc il faut qu'on déploie l'armée. Donc c'est vous qui allez passer ces instructions au commandant-chef. On peut par extrapolation voir qu'est-ce qui se passe avec le Conseil supérieur le CSPN. Le Premier ministre est le responsable. Il y a le chef de la police, il y a certains ministères qui sont là. Peut-être au moment qu'on le faisait, le ministère de la Défense n'y était pas. Peut-être qu'on aurait pu y penser. Peut-être qu'il existera, on verra la nécessité d'avoir une structure pareille pour l'institution militaire. Maintenant, le Premier ministre, quelque chose arrive, mais il informe le président. Lui, comme moi, sa légitimité... Oui, non, je veux dire que pour le CSPN, il informe toujours le président. Il est comme moi, par légitimité, et je dirais indirecte, qu'on obtient de lui d'un parti du Parlement, et moi aussi un peu, mais aussi du chef de l'État. Donc, je crois que ce sont des choses qui vont s'emboîter, en tenant compte de la réalité. Alors Hervé Denis, vous êtes ministre de la Défense, vous avez entendu comme tout le monde ce qui s'est passé au niveau de la police nationale avec l'opération menée à Grand Ravine. Le directeur de la police n'était pas au courant, donc ça a été une décision prise par un secteur du commandement de la police nationale, un véritable désordre. Alors justement, si quelque chose comme ça arrive, comment va-t-on gérer tout ça? Il faut prévoir tout ça au niveau de l'armée. Je l'ai dit tantôt, et antérieurement, j'ai dit que des fois dans les institutions, qu'elles soient de nature policière, militaire et autres, il y a certains avatars qui existent. Et il faut les déplorer. Il faut faire tout en sorte pour que cela n'arrive pas. Vous voyez, mais nous vivons dans une société complexe. Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais je crois que nous, du côté des forces armées, nous essayons de partir pour ne pas commettre certaines erreurs du passé. Donc, mettre en place des structures disciplinaires telles, d'ailleurs, c'est l'une des qualités qu'on reconnaît aux forces armées, et c'est la discipline, et pour que vraiment aucun écart, ce genre d'écart ne puisse y parvenir. Alors, on sait que c'est un acte souverain qui a été pris par le président de la République, un acte courageux, tout le monde le dit, de reconstituer les forces armées d'Haïti. Et on sait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes au niveau de la communauté internationale. Comment vous allez gérer la presse? C'est-à-dire, vous avez constitué l'armée, comment vous allez établir cette coopération avec les grandes nations, si vous voulez, occidentaux? Moi, j'ai parlé à plusieurs ambassadeurs, donc ils disent très clairement, la police oui, mais on ne compte pas supporter l'armée. Comment vous allez vous y prendre au niveau du gouvernement? Hervé Denis. Je leur ai parlé aussi. Vous savez, mon vrai métier, c'est d'être un diplomate. Et je leur ai dit, écoutez, je vous demande pas du jour au lendemain de dire que vous nous acceptez, mais observez-nous. Et vous allez voir vraiment que nos intentions sont des intentions vraiment qui nous sont dévolues par la Constitution et la loi. Et que vous verrez, quand on est en train d'aider, n'est-ce pas, des sinistrés, quand on est en train de faire ce travail de clinique mobile, et quand on est en train de vraiment d'aider notre population, vous verrez que de vous-même, vous viendrez aussi nous aider, parce que je sais que la coopération internationale, elle est présente en Haïti, et que ce sont des gens qui sont prêts à participer dans toute activité de développement, et qui sont également nos préoccupations. Jusqu'à date, il n'y a pas encore de pays qui serait prêt, si vous voulez, à coopérer avec vous en termes de formation, etc., sur le dossier de l'armée? Nous avons déjà des accords de coopération. D'ailleurs, les jeunes qui ont été formés en Équateur l'ont été sur une base, parce qu'il y a une coopération en génie militaire. Nous avons également
un protocole d'accord avec le Brésil, toujours en termes de génie militaire. Nous cherchons d'autres pays, nous sommes pour parler avec d'autres pays pour pouvoir développer. Et évidemment, puisque nous sommes pour parler, je ne peux pas vous citer tous les autres pays, mais je peux vous dire que la tension qu'il y avait au début, cette opposition, on pourrait dire farouche, de certains secteurs de la communauté internationale tend un petit peu à s'apaiser devant les garanties qu'on leur donne que nous avons des intentions purement de développement. Alors pour terminer, Hervé Denis, ministre de la Défense, il y a quand même, on parlait de la communauté internationale, mais il y a des secteurs locaux qui sont allergiques à l'armée, qui disent très clairement ce que fait le président de la République sur le dossier de l'armée n'est pas correct, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces secteurs qui restent allergiques, qui restent sceptiques sur la question de l'armée, qui se montrent un peu préoccupés? Quel message pour ces secteurs en termes de garantie? La même chose que j'ai dit à la communauté internationale, regardez-nous agir. Regardez-nous agir et vous nous rejoindrez. Vous rejoindrez tout au moins notre façon de voir. Et nous souhaitons également avoir leur opinion dans le sens de faire avancer ce pays. Parce que tous les pays ont une armée. Ils sont très rares les pays qui ne l'ont pas, mais c'est une tâche qui est dévolue à tous les pays. Deuxièmement, moi, je me suis lancé dans ce combat et dès le livre blanc, c'est un devoir de mémoire historique. Ce pays a été fondé par une armée. Quel que soit le nom qu'on lui donne, moi je crois que c'est l'union des anciens libres et des nouveaux libres qui ont permis à ce pays d'exister. Et ça, pour ça, rien que pour ça, moi je suis attaché à cette institution. Maintenant, il faut la débarrasser des scories du passé, de certains avatars, pour qu'elle soit une institution qui fait fierté à tous les Haïtiens, à toutes les Haïtiennes. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Défense, Hervé Denis, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de l'armée qui a été reconstituée par le président de la République le 18 novembre dernier au Cap-Haïtien. Merci beaucoup. Merci et je salue une fois de plus toutes les auditrices et auditeurs de votre station. Alors, comme annoncé, notre deuxième invité, Maître Stanley Gaston, donc bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince et président de la Fédération des barreaux. On va parler quand même de cette grande rencontre, cette conférence internationale des barreaux qui va se tenir bientôt à Port-au-Prince. Maître Stanley Gaston, bonsoir. Je vous salue, M. Rothschild François Junior. Je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio, particulièrement ceux qui écoutent l'émission En Jeu. Alors, comme je vous dis, c'est un peu le branle-bas au niveau du barreau avec la tenue prochaine de cette conférence internationale des barreaux francophones qui va se tenir ici à Port-au-Prince. Bon, on n'a pas le choix parce que pour une activité de cette envergure, de cette taille, il faut quand même une grande mobilisation. Il y a des avocats qui bénévolement se mettent à la disposition du barreau. Il y a d'autres personnes aussi à qui on a fait appel pour l'événement. Donc, comme vous le précisez, véritablement, c'est le remue-ménage complet au niveau du barreau. Alors, parlez-nous quand même de cette conférence qui va se tenir pour la première fois en Haïti. Il s'agit du 32e congrès de la CIB. CIB, c'est la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. C'est une organisation d'avocats qui regroupe 120 barreaux éparpillés dans à peu près 46 pays au niveau des 5 continents. La CIB, c'est une organisation qui fait partie de l'OIF et qui s'occupe de la promotion de l'état de droit à travers le monde et encourage les barreaux à travailler dans cette direction. Tout ce qui concerne les questions de confraternité, de rapprochement entre les barreaux, ça constitue le menu du travail de la CIB. Et également, la CIB s'intéresse à tout ce qui concerne la promotion des droits de la défense, la dignité et les droits de l'homme. Cette activité, nous allons la voir en Haïti au cours du mois de décembre, suite à un vote qui a été réalisé lors du 31e congrès à Yaoundé, en Afrique, au mois de décembre de l'année dernière. Haïti était en lice face au Gabon. Haïti avait récolté 18 voix, le Gabon 7, et il y a eu 2 abstentions. Pour Haïti, c'est un événement important parce que ça nous permettra d'aborder des sujets
qui sont tout à fait préoccupants pour nous, puisque le thème du congrès, ça va être les avocats de l'espace francophone au service du développement économique et social. L'un des problèmes du pays, c'est un problème, il y a un manque d'investissement, c'est un problème de croissance économique, donc les gens n'ont pas de revenus. Ensemble, les avocats de l'espace francophone, nous allons examiner, nous allons analyser, voir quel rôle peut jouer les avocats pour aider un pays tel qu'Haïti et d'autres pays de la région de l'espace francophone à trouver les moyens de faire contribuer les avocats au développement économique et social de leurs pays respectifs. Donc vous allez accueillir de nombreux avocats étrangers, notamment, des sommités de l'espace francophone en ce qui concerne les barreaux. Bon, suivant nos prévisions et le nombre d'inscriptions reçues jusqu'à présent nous permettent de penser que les projections vont être confirmées. Nous attendons 500 avocats étrangers. Pour Haïti, nous en sommes déjà à 650 inscriptions et il y a un nombre assez impressionnant sur une liste d'attente. Oui, donc les prévisions vont être confirmées. Il y aura des personnalités de haut niveau. Et des personnalités de haut niveau, non seulement du monde juridique, mais également au niveau des organisations internationales, que ce soit de la Cour internationale, que ce soit de la Cour pénale internationale, de l'Union européenne, de l'OIF, des Nations Unies, de la Banque mondiale, de l'OADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l'OADAC, de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe. Donc, ça va être un peu le gratin du droit mondial qui sera là. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée quand même, vous avez parlé du thème de la conférence, mais il y a quand même beaucoup d'autres thèmes qui seront traités dans le cadre de ce congrès, sans les garçons. Bon, ce congrès s'étalera sur 3 jours, les 6 décembre, les 6, 7 et 8 décembre à l'hôtel Caribé. Mais je dois rappeler ou préciser qu'en prélude, il y aura la formation du CIFAF. Pour la formation du CIFAF, d'abord le CIFAF, je dois le définir. Le CIFAF, c'est également une institution de l'OIF, c'est le Centre international de formation en Afrique francophone. Le CIFAF réalise des formations délocalisées dans les pays francophones sur mesure. Avant la tenue du congrès, le CIFAF avait pris attache avec nous en Haïti et nous avons plus ou moins identifié avec le CIFAF les besoins de formation pour les avocats ici. Donc c'est ainsi que le CIFAF viendra et un certain nombre de thèmes va être développé sur 2 jours. Pour le congrès de la CIB, le thème, je le rappelle, c'est les avocats de l'espace francophone au service du développement économique et social. Le congrès s'étalera sur 3 jours, 6, 7 et 8 décembre à l'hôtel Caribé. Donc nous allons aborder beaucoup de thèmes, des thèmes tels que sécurité juridique et procès équitable en droit des affaires, parce que vous savez que la sécurité juridique, ça c'est important, mais ça ne concerne pas uniquement le citoyen dans sa liberté, mais ça concerne également l'environnement des affaires. S'il n'y a pas un climat sécuritaire, personne ne viendra investir. Donc, qui dit investissement dit également possibilité de contentieux, de litige. Donc, si on n'a pas la garantie qu'on aura un procès équitable dans un pays déterminé, l'investisseur ne viendra pas, puisque son capital a besoin d'être protégé. Donc, il faut qu'il ait accès aux juges, à des institutions, pour des procès, mais pas n'importe quel procès, des procès qui se font suivant des standards de qualité, d'où la notion de procès équitable. Donc nous aurons également des thèmes, d'autres thèmes tels que la place des jeunes. Quel rôle peut jouer les jeunes dans la promotion des investissements et surtout dans la bonne gouvernance. Nous verrons aussi la protection des investissements et les droits fondamentaux des populations. Et là, c'est peut-être l'une des grandes faiblesses des pays sous-développés et des pays en voie de développement. Parce que ce sont des pays qui sont en quête d'investissement, qui sont à la recherche de multinationales. Et quand ces multinationales arrivent certaines fois, elles n'ont pas toujours en tête des préoccupations de protection de l'environnement, de la promotion des droits, de la préservation des droits culturels et surtout de la préservation des acquis pour certaines populations locales. Des fois, vous voyez les multinationales, après des années d'exploitation, ils vous laissent un environnement défiguré. On ne reconnaît plus l'environnement qu'on avait. Vous voyez, il y a des monticules, des pans de terre partout. Vous voyez que l'endroit est
que l'endroit est dévasté et des fois, il n'y a pas de retombées pour la population locale. Donc, on ne voit pas les retombées en termes économiques et au niveau social. Donc, nous allons voir comment concilier les investissements et les droits fondamentaux des populations. Ce serait également l'occasion de voir le rôle des femmes en tant que catégorie émergente et minorité dans certaines sociétés au niveau de la promotion du développement économique et social. Et après, dans différents ateliers, on envisagera des thèmes qui sont très spécifiques à Haïti, mais qui ont quand même un certain écho dans d'autres pays, tels que la question de l'impunité, la question de la corruption et de l'impunité. Bon, vous savez que pour nous en Haïti, il y a un lien intrinsèque, un lien immédiat entre la corruption et l'impunité. Un atelier sera organisé sur ce thème. On verra également la question de la détention préventive. Ça fait belle lurette qu'on en parle. Nous avons nos prisons nous connaissons dans nos prisons la surpopulation carcérale, mais dans d'autres pays, on a également ce même problème. Donc, oui, parce que j'ai abordé cette question récemment avec la vice-bâtonnière du barreau de Paris qui m'a dit effectivement en France, ils connaissent aussi ce problème de détention préventive prolongée. Mais qui ne sont pas posés avec la même acuité. Oui, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Parce que lorsque vous dites en France qu'il y a la surpopulation carcérale, c'est vraiment s'il y avait une cellule qui était réservée pour 3 personnes, on va trouver 5 personnes dans la cellule. Alors que chez nous, pour une cellule qui est réservée pour 3 personnes, vous allez retrouver 50 personnes. Vous voyez? Et puis nous avons des problèmes au niveau logistique, au niveau de l'équipement. Donc vraiment, la prison chez nous, c'est l'enfer. C'est pas la même réalité que les autres pays. Oui. Donc c'est un problème pour eux, mais pour nous vraiment c'est extrêmement grave. Non, c'est pas extrêmement grave. Chez nous c'est l'enfer. C'est carrément l'enfer. Oui. Alors, donc, effectivement, en Haïti, les avocats, on parle toujours droits de l'homme, justice, mais la question des investissements, c'est une question essentielle. Et vous avez abordé la question des multinationales. Comment trouver l'équilibre, justement? On a besoin des emplois, mais en même temps, il faut faire un forcing sur ces compagnies internationales pour qu'elles respectent, si vous voulez, les règles du jeu, donc l'environnement des affaires en Haïti. Donc, c'est extrêmement compliqué de trouver l'équilibre. Non, c'est compliqué de trouver l'équilibre, mais au niveau des barreaux à travers le monde, on est en train de développer cette dynamique. Parce que l'avocat, il est au cœur des entreprises. Aucune entreprise ne vient s'établir quelque part sans passer par l'avocat. Parce que l'entreprise, elle a besoin de l'avocat pour étudier l'environnement juridique. De là où il va s'implanter, connaître les règles du milieu, les règles de droit du milieu. Donc, les avocats, en étant conscients de cette responsabilité, ils vont non seulement inciter les entreprises à s'informer et à se conformer par rapport au droit local. Donc là, c'est le rôle de l'avocat. Et des fois, vous voyez l'avocat, bien que les textes affirment que l'avocat, qu'il bénéficie d'une indépendance absolue, mais des fois, vous voyez qu'il y a certains avocats qui se placent dans un lien de subordination par rapport à l'entreprise. Donc, c'est également un moyen de conscientiser les avocats, de leur faire comprendre qu'ils ont un rôle social à jouer, qu'ils doivent, dans certaines circonstances, observer une distance par rapport au client, qui reste quand même un client, et faire comprendre au client que s'il ne va pas dans telle ou telle direction, qu'il peut y avoir des conséquences assez fâcheuses sur le plan légal. Donc, durant ce congrès, vous allez avoir des Africains, des Français, des Suisses, etc. Pour vous donner une idée, il y a, comme je le disais tout au début, il y a 45 pays membres de la CIB. Au niveau de l'Amérique, il y a le Canada, le Québec, il y a les États-Unis avec la Louisiane, parce que au niveau de la CIB, tout ce qui est droit écrit, famille romano-germanique nous rapproche. Et pour la Caraïbe, il y a Martinique, Guadeloupe, la Guyane, Haïti. En Europe, nous avons des pays tels que France, Suisse, Luxembourg, Belgique, la Roumanie, la Bulgarie, l'Arménie. Au niveau de l'Asie, des pays tels que le Vietnam, le Liban, le Laos. Au niveau de l'Afrique, là où on va recenser le plus gros contingent, il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Mali, Guinée-Conakry, Togo, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger. Au niveau de l'Afrique centrale, vous avez Cameroun, Gabon, Tchad, République centrafricaine, vous avez les deux Congos, Congo et RDC et République du Congo. Au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a des pays tels que Rwanda, Burundi, Djibouti
Et je crois qu'au niveau de l'Afrique, dans l'océan Indien, vous avez des pays tels que Madagascar et île Maurice. Île Maurice, Comores, oui. Donc, Maître Stanley Garçon, c'est une bonne nouvelle pour l'image d'Haïti, le fait d'accueillir une telle conférence, un tel congrès maintenant. Nous avons l'occasion de faire des congressistes, des ambassadeurs pour le pays. Et maintenant, si nous essayons de voir les retombées autrement juridiques, parce que les retombées juridiques sont importantes, mais il y a des retombées autrement juridiques. Voyons d'abord des retombées en termes de revenus directs. Suivant les projections, suivant nos calculs, pendant une semaine, les gens qui vont venir et les Haïtiens qui feront le déplacement des autres villes de province, et même ceux qui sont sur Port-au-Prince, on va avoir une circulation d'environ 1 à 2 millions de dollars américains dans l'économie. Ça, c'est une bonne chose. Pour la culture, ça va être le moyen de faire découvrir la culture haïtienne, l'art culinaire, la musique, les patrimoines que nous avons, patrimoine culturel, patrimoine bâti. Donc les gens vont pouvoir découvrir certains endroits. C'est une bonne chose pour le pays. Au niveau du tourisme, ça peut être un facteur de relance pour le tourisme. Parce que ceux qui vont venir, ce sont quand même ce sont ceux qui conseillent les entreprises de voyage, les entreprises de promotion culturelle et autres. Et nous allons pouvoir faire de ces gens des ambassadeurs du pays. Et vous voyez, cette diversité au niveau planétaire, au niveau des continents, ça va faire résonner le nom d'Haïti au niveau des 5 continents. Ça va être fabuleux. Nous, au barreau de Port-au-Prince, lorsqu'on a eu l'idée d'aller à la recherche de ce congrès, on s'était dit qu'on va expérimenter une forme qui permettra au pays d'avoir des investissements. Parce que très souvent, on pense que en Haïti, il faut aller vers le tourisme de masse. C'est pas nécessairement vrai, parce que nous avons accumulé tellement de retard par rapport aux pays de la région que cela va requérir beaucoup d'années et beaucoup d'investissements. Des investissements que nous n'avons pas pour le présent moment. Donc, on peut aller vers une forme de tourisme professionnel au travers des associations telles que le barreau et d'autres associations. Donc, on peut construire un leadership, faire en sorte que ces associations aillent à la cueillette, aillent chercher, si je peux m'exprimer ici, des événements de cette dimension. Et par là, on peut avoir 3 ou 4 000 touristes, mais vraiment des gens nantis qui peuvent dépenser et qui viendront pour le pays. Donc, ça va être pour le pays une très bonne publicité au niveau de l'image. Ça va être un facteur de leitmotiv pour engager le pays dans la voie des infrastructures, parce qu'il faut aussi des infrastructures. Et puis au niveau de la voirie, il faut quand même nettoyer la ville, parce que vous voyez dans quel état se trouve la ville. Et puis c'est extrêmement grave maintenant la situation à Port-au-Prince en termes d'ordures. C'est partout, Pétionville, toute la région métropolitaine. Donc ce serait important qu'on fasse une intervention avant l'arrivée de ces congressistes. Non, tout à fait. Non, c'est invivable. C'est invivable. La laideur que nous exposons, c'est pas correct du tout. Bon, nous sommes quand même en pourparlers avec les mairies de la zone métropolitaine, mais il n'y a pas que les mairies. C'est aussi l'affaire du ministère des Travaux publics, c'est l'affaire de SMCRS. Donc nous travaillons avec tout le monde, parce que ce qui va se faire, ce ne sera pas uniquement l'activité du barreau de Port-au-Prince. Très certainement, le barreau sera en première ligne, puisque c'est le barreau qui accueille. C'est une association de barreaux et d'avocats. Mais les retombées, c'est pour le pays d'une manière générale. Donc, on peut dire que les attentes sont extrêmement positives chez vous, membres du barreau de Port-au-Prince, concernant la tenue de ce congrès qui va se dérouler au début du mois de décembre. Oui, ce sera l'occasion de projeter la lumière sur le barreau, pas seulement sur le barreau de Port-au-Prince, sur l'ensemble des barreaux d'Haïti, mais par ricochet sur la justice aussi. Parce que vous savez que notre justice, c'est une justice malade, c'est une justice qui n'est pas à même d'accompagner le progrès, le développement de ce pays. Donc, c'est important de faire venir des gens. C'est important qu'on voit. C'est important d'entendre l'expérience des autres. Donc, ça nous permettra de voir, de nous juger, de nous mesurer aux autres et de comprendre quel fossé nous sépare en tant que pays sous-développé par rapport aux autres pays développés et en voie de développement, et quels sont les chantiers qu'il faudra aborder, quels sont les efforts à faire, quelles sont les remises en question qui doivent être d'actualité pour engager le pays sur la voie du progrès, sur la voie du changement. Alors, vous avez parlé de cette justice qui est malade. Récemment, vous avez fait une déclaration qui a été extrêmement critiquée. Donc, les magistrats vous ont flingué pratiquement. Donc, comment vous avez
pris tout ça, Stanley Gaston, et quoi faire aujourd'hui pour avoir une justice de qualité, une justice professionnelle, impartiale, qui n'est pas corrompue? Au niveau du barreau, nous avons estimé que c'était de bonne guerre. La réaction des juges, nous nous sommes dit que c'était de bonne guerre. Peut-être que ça va amener à une prise de conscience. Parce que des fois, il faut quand même, il faut déranger. Parce que la situation telle qu'on la vit, elle est intenable. Parce que là, il s'agit quand même de protéger les citoyens. Il s'agit quand même d'une justice qui doit être à même de créer les conditions de stabilité, les conditions de pacification de la société, et une justice qui doit être capable de faire en sorte que le droit soit un instrument de progrès et un instrument d'avancement pour la société. Mais il se trouve que la justice telle qu'elle fonctionne, je ne vais pas me dire telle qu'elle fonctionne, la justice, elle est dysfonctionnelle. Donc c'est une justice qui constitue un frein au développement de ce pays. Il y a eu très certainement des remous, mais ce que nous avons toujours affirmé, nous ne sommes pas dans l'attitude, nous ne sommes pas dans la position de polémiquer avec les juges. Nous ne voulons pas du tout la polémique. Nous exigeons des réformes, nous exigeons des changements au niveau du système. Et les avocats d'Haïti, d'une manière générale, sont conscients que la justice doit aller dans une autre direction. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous battre pour avoir ces changements. Et le souhait, c'est que si l'année prochaine, nous nous retrouvons à pareille date, nous souhaiterions pouvoir explorer ou apprécier un bilan positif en termes de changement au niveau de la justice. Alors, est-ce que vous pensez que la Minujuste qui est là maintenant, est-ce qu'elle pourrait effectivement aider dans le cadre du renforcement, la professionnalisation de cette justice qui est aujourd'hui malade, ça tout le monde l'admet? Si l'État haïtien a la capacité de présenter un agenda clair, de discuter avec la Minujuste peut être utile à quelque chose. Mais si l'État haïtien laisse la Minujuste avoir son propre agenda et faire ce qu'elle veut, donc on peut se retrouver comme dans une espèce de voie parallèle. L'État fait quelque chose, la Minujuste fait autre chose, sans nécessairement que les deux trouvent un point de jonction. Donc, selon vous, il revient à l'État haïtien de prendre l'initiative, de faire connaître ses besoins. Mais pour l'essentiel, les Nations Unies sont là, c'est pour aider les États. Parce que suivant la charte des Nations Unies, et c'est ça la mission essentielle des Nations Unies. Mais là, on ne doit pas se retrouver dans une dynamique où l'État fait une chose et la Minujuste fait autre chose. La Minujuste doit véritablement venir en renforcement, en appui à l'État ici. Tel qu'on le véhicule dans les discours, dans les faits, ça doit être ça. Ça doit être une structure des Nations Unies qui encadre la justice, qui encadre la force publique. Alors pour terminer, Maître Stanley Gaston, quel est votre appel quand même pour les avocats, la population générale à propos de ce congrès qui va se tenir au mois de décembre là, à Port-au-Prince? Votre appel? Moi, ce que je dis à tout le monde, il appartient à nous de construire le pays. Donc il faut de temps à autre des initiatives de cette envergure qui va projeter un autre regard sur le pays et qui va également insuffler un souffle nouveau chez nous. Parce que nous avons besoin de croire en nous-mêmes, nous avons besoin de croire en un lendemain meilleur. Donc, en faisant des activités pareilles, en ayant la capacité de rivaliser en dépit de nos limitations. Donc, si nous sommes capables de faire ce que les autres font avec le même niveau de standardisation, donc alors on peut travailler pour changer le pays. Alors, merci beaucoup, Maître Stanley Gaston, président de la Fédération des barreaux et bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de ce congrès international qui se tiendra à Port-au-Prince au mois de décembre. Merci beaucoup et bonne chance quand même pour ce congrès. Je vous remercie, Rothschild, et ça a été pour nous une très belle occasion qui nous a été offerte pour parler un peu et faire la promotion du congrès d'Haïti. Merci. Nous avons avec nous l'ambassadeur du Japon en Haïti, Monsieur Yoshiaki Hata. On va faire le point sur la coopération entre le Japon et Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rothschild. Alors, Monsieur l'ambassadeur, parlez-nous en gros des grands thèmes, des grands chantiers de coopération entre le Japon et Haïti. D'abord, est-ce que les relations haïtiano-japonaises se portent bien? Oui, bien sûr. Jusqu'au maintenant, déjà nous avons fêté 60 ans de la relation. Et donc, ça se porte très très bien, j'imagine. Okay. J'espère que c'est en même sens. Oui, pour Haïti.
Alors, je sais qu'au niveau de la coopération japonaise, vous travaillez dans divers secteurs et parlez-nous en gros un petit peu des grands chantiers de coopération entre le Japon et Haïti. D'accord. Peut-être je dois toucher sur la philosophie de la coopération japonaise. La coopération japonaise est bien basée sur la notion, peut-être philosophie de sécurité humaine, qui cible sur les questions d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et l'essentiel, tels que domaine de la santé, domaine de l'éducation, domaine de l'agriculture et la nourriture. Ces 3 axes sont toujours maintenus comme les domaines prioritaires sur le plan d'action quinquennal du Japon vis-à-vis d'Haïti, qui va nous renouveler très bientôt. Et j'aimerais dire que c'est quelque chose déjà établi comme une tradition de la coopération japonaise, comme domaine sécurité humain. Et aussi qui entre dans le prioritaire des Nations Unies, qui détermine les domaines ciblés comme Agenda 2030 pour le développement durable au monde entier. Alors, concernant dans le secteur de la santé, est-ce qu'on peut parler des grands projets qui ont été financés et réalisés dans le cadre de la coopération entre le Japon et Haïti pour cette année? Ce n'est pas pour cette année, mais peut-être l'année précédente. Nous avons eu le grand plaisir d'inaugurer l'hôpital de Saint-Michel au Jacques-Bel, qui était financé après le séisme, donc pour renouveler, peut-être pour réhabiliter l'hôpital général au niveau départemental pour l'hôpital Jacques-Mel. Donc c'est un hôpital que le Japon a financé à hauteur de 20 millions de dollars. C'est un hôpital vraiment flambant neuf, hyper moderne. Oui, nous avons mis notre technique et technologie dans le bâtiment. C'est le Japon qui a fait l'esquisse de l'hôpital même. Et le Japon a financé pour la moitié et Croix-Rouge qui a financé pour la moitié. Et le côté japonais, c'est, comme vous avez bien dit, c'est à hauteur de 20 millions de dollars avec le système antisismique. Et c'est bien élaboré. Donc ça, c'est quelques technologies à point qui existent au Japon actuel. Alors, monsieur Basseleur, c'est un hôpital effectivement flambant neuf, très moderne, que vous avez aidé à construire dans la zone de Jacques-Mel. Mais l'entretien, ça va coûter quand même très cher. Est-ce qu'il y a un accord avec Haïti sur la question de l'entretien et de cet hôpital? Dans le principe, si on fait notre coopération déjà, on dit coopération, c'est-à-dire le Japon va prendre charge sur le bâtiment même. Donc c'est le Japon, c'est un vrai cadeau du Japon pour construire le bâtiment solide et fiable. Donc c'était donné comme un cadeau. Donc après le reçu de les cadeaux de population japonaise, c'est maintenant la responsabilité qui est maintenant en Haïti. C'est-à-dire le gouvernement haïtien qui doit prendre en charge de entretien et aussi pour le fonctionnement qui était prévu. Donc, c'était pas prévu dans l'accord que le Japon supporte financièrement, même techniquement, l'entretien de ce bâtiment. Sur le projet de construction, si la construction est une fois achevée, c'est terminé. Mais notre coopération, bien sûr, ce n'est pas seulement le projet, mais il y a le programme ce n'est pas le suivi ni ajout sur le financement, mais peut-être il y aura et actuellement aussi, il y a des coopérations techniques pour suivre, parfois pour donc la formation des infirmières, ou peut-être les docteurs, ou bien peut-être pour les gestions. On envoie des stagiaires au Japon ou bien quelqu'un qui vient pour le séminaire. Donc c'est quelque chose comme ça que le Japon travaille.
On sait aussi que le Japon travaille dans le secteur du choléra parce qu'il y a les victimes du choléra qui continuent de manifester, notamment pour demander aux Nations Unies de débloquer les fonds, donc en termes de comme dédommagement, réparation pour les victimes. Et à quel niveau le Japon coopère avec Haïti dans le cadre de la lutte contre le choléra? Oui, le choléra, c'est donc l'impact est assez grand. Donc c'est pour ça que le Japon, après le séisme, en même temps, réhabilitation après le séisme, c'est déjà le défi majeur. De plus, s'il y a de choléra, il y a d'autres choses à apporter. C'est pour ça que le Japon est déjà conscient de travailler sur la question de choléra. La question de choléra, c'est vraiment la question transversale. Ce n'est pas non seulement oui, ce n'est pas pour la maladie, mais en même temps, c'est infrastructure et la notion sur l'hygiène. Donc, il faut travailler tout ça. Donc, sur place, heureusement, UNICEF travaillait étroitement avec le ministère de la Santé, le DINEPA, etc. Donc, c'est pour ça que le Japon a décidé de financer et collabore étroitement avec l'UNICEF. Donc, ça, c'est déjà démarré, déjà pour le programme de moyen terme de 3 ans. Une phase est déjà terminée. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase. Et sinon, après, tout de suite après l'ouragan Matthew, le risque doit être augmenté. Donc, nous avons encore injecté quelque chose comme $1 million pour lutter juste après l'ouragan. Et après, vu la situation, il faut vraiment traiter rapidement pour aller plus loin avec c'est le problème. Alors nous avons encore ajouté un petit peu au-dessus de $3 millions. Donc maintenant c'est en train de peut-être terminé avec notre financement, mais je pense que il faut travailler dans le plusieurs sens, comme de l'eau, et l'hygiène, et l'éducation, et directement avec épidémiologie. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de la sécurité humaine, si vous voulez. Donc, l'insécurité alimentaire, je sais que c'est l'un des sujets sur lesquels on travaille au niveau de la coopération entre le Japon et Haïti. Parfois, vous vous accordez une aide alimentaire à Haïti qui passe par dans le temps, on dit le PL 480, mais on dit maintenant BMPAD. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? Oui, donc notre domaine sur agriculture et nourriture, ça se passe et maintenant c'est comme une tradition depuis plus de 10 ans que il y a le don du riz directement. Donc c'est-à-dire du gouvernement japonais qui achète du riz et achemine directement en Haïti. Ça dépend, la quantité dépend l'année, mais ça va venir pour cette année aussi, et ça va venir pour l'année prochaine aussi. Mais chaque année, nous travaillons sur le dossier et le besoin actuel. Est-ce qu'il y a des besoins en Haïti? Et jusqu'à maintenant, on voit que vraiment l'autosuffisance n'est pas assez à la hauteur qu'on nécessite vraiment la nourriture injecté directement. Ça, c'est donc le don sur lui. En même temps, bien sûr, on parle que simplement, on ne peut pas suffire avec le cadeau, mais il faut devenir soi-même de produire l'alimentation. C'est pour ça que le Japon est en train de faire le programme, ça s'appelle ProAmo. Ça, c'est aussi la phase 2 pour augmenter la productivité au niveau de agriculteurs dans les régions montagnardes.
Donc le Japon faire le don directement et aussi en même temps pour la productivité, pour augmenter. Et donc coopération technique sur place est en cours. Donc c'est important aussi de booster le développement du secteur agricole en Haïti. L'aide, elle est importante maintenant, mais il faut que le pays soit autonome, arrive à quand même à garder recouvrer sa souveraineté alimentaire. C'est extrêmement important pour Haïti aujourd'hui. Oui, justement, je pense que c'est le même défi au Japon. On est gros importateur des aliments de première matière, comme du riz aussi. On importe aussi. On produit beaucoup, en même temps on exporte beaucoup. Mais pour l'alimentation, il y a les deux côtés. Peut-être l'autosuffisance, ça c'est quelque chose. Deuxièmement, si on peut ajouter la valeur ajoutée sur la qualité ou bien différence, on peut exporter. Ça c'est l'aspect assez important parce que, comme vous le savez, l'Haïti était le grand exportateur de café. Dont le Japon était le gros consommateur. Et maintenant, il y a certaines sociétés qui viennent pour chercher aussi sur le cacao, de bonne qualité aussi. Donc, vous avez donc beaucoup de potentiel, non seulement sur l'autosuffisance, mais pour booster votre économie. Il y a donc plusieurs façons de le faire. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des techniciens japonais qui sont sur place, qui travaillent avec peut-être le ministère de l'Agriculture et des coopératives, justement dans le cadre du renforcement du secteur agricole? Dans le programme de programme que j'ai parlé, il y a des experts japonais qui sont là et en même temps en collaboration avec l'université de République dominicaine. Donc ça c'est coopération triangulaire. Et je pense que ça marche très bien. Donc ça continue le programme de plusieurs années. Donc j'espère que ça va donner quelques résultats et aussi qui peut pousser encore le plus loin. Alors, monsieur l'ambassadeur, justement pour revenir sur la question agricole, effectivement, Haïti savait exporter le Haitian Blue au Japon, qui était quand même très prisé. Donc, vous pensez qu'on peut travailler en Haïti justement pour relancer le secteur du café et aussi, vous avez parlé du cacao. Donc, ça, ce sont des secteurs qui pourraient, à la rigueur, devenir porteurs. Donc, on pourrait peut-être exporter vers le Japon. Donc, ce sont des filières porteuses. Oui, pour moi personnellement, je bois du café haïtien presque tous les jours aussi. Je vois que la qualité est très très bonne, très élevée. Et donc, le Japon, les Japonais, fort amateurs de café, du thé, etc. Vous avez autrement, il y a du thé d'autres choses aussi, vétiver, etc. Donc, si on faire raffiner des choses, si on donne la valeur ajoutée, il y a toujours le potentiel, je pense. Autre secteur, vous travaillez le secteur de l'éducation aussi, le Japon. Oui, le secteur d'éducation, c'est vraiment la base pour le développement. C'est pour ça que le Japon, je pense que c'est l'un des éléments assez importants dans la sécurité humaine. Donc, la plupart sont destinés pour l'école primaire et secondaire. Donc, nous avons déjà signé le projet de construction des écoles au niveau de département, de centre et Artibonite. Donc là, vous travaillez avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Donc, vous savez que quand même l'éducation, elle est très importante pour le développement d'un pays. Oui, c'est très important, très important. Donc c'est pour ça que le Japon travaille bilatéralement avec le gouvernement, comme j'ai parlé, le projet de construction. Sinon, le Japon possède aussi un programme d'aide directement destiné pour les associations, des ONG, collectivités locales. Donc avec ça aussi, nous travaillons avec certaines communautés. Pour les plupart sont des constructions des écoles primaires. Donc nous avons déjà se déplacé pour voir la situation et nous avons construit pas mal d'écoles primaires dans plusieurs communes.
Sur le plan culturel aussi, vous avez organisé récemment un festival de films japonais en Haïti. Oui, tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus facile de comprendre le Japon, une culture, notre façon de vivre, notre façon de penser, notre politique, etc. C'est de voir, par exemple, le film. À travers le film, vous allez voir notre philosophie, notre relation familiale, notre tradition, etc. Vous allez sûrement trouver les similarités entre les sociétés, notre famille, etc. Donc, je pense que c'était une bonne idée, hein. Surtout avec le support de l'université. Qu'est-ce qu'il y a avec le lecteur Monsieur Jackie Lemarque, qui a donné l'occasion pour montrer les plusieurs films en même temps. Donc en clair, le Japon va continuer à accompagner Haïti. Ça c'est sûr. C'est un grand ami et on travaille sur plusieurs domaines, non seulement bilatéralement, mais régionalement et aussi mondialement. On travaille sur plusieurs défis mondiaux ensemble, donc c'est sûrement que nous travaillons ensemble. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur du Japon, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la coopération entre Tokyo et Port-au-Prince. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nothilde. Ici s'achève l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Stanley Gaston, et l'ambassadeur du Japon à Port-au-Prince, monsieur Yoshiaki Hata. Vous pouvez revivre cette émission à 5h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur Tuning Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.